T'as vu ce qu'ils font? Comment ils ont eu cette idée? C'est génial! Tu crois qu'on va me prendre au sérieux? Mais je détaille jusqu'à quel point, là, mon business plan. Moi, j'aimerais bien que mon banquier pense aussi au monde de demain. Bienvenue sur le podcast des banquiers itinérants de la Nef. Depuis 30 ans, notre coopérative bancaire citoyenne, 100% transparente, soutient exclusivement des projets à impact positif. Dans notre métier, tous les jours, nous accompagnons des entrepreneurs engagés et courageux. On va vous partager notre expérience et surtout la leur. Prêt à tout? C'est le podcast pour découvrir les emprunteurs de la Nef qui vous présenteront leurs superbes projets et leurs galères pour le financer. En fin de podcast, nous vous donnerons les clés indispensables pour résoudre ces problématiques de financement des entreprises. Bonjour à tous, je m'appelle Antoine, je suis banquier itinérant sur l'Île-de-France à la Nef et je suis actuellement à Boulogne-Billancourt dans la cour d'un immeuble. Et derrière une verrière qui borde cette cour se trouvent les bureaux de la société Vépluche que la Nef a financée en 2020. Lorsque l'on patiente un peu, il est possible de voir passer un triporteur qui vient se charger avant de repartir en ville. Des triporteurs aux couleurs de la société que les habitants de la ville connaissent bien, puisqu'ils la sillonnent depuis maintenant 2 ans et demi. Nous allons aujourd'hui à la rencontre de Clara Duchalet, la présidente et fondatrice de la société. Alors bonjour Clara. Bonjour. Merci de me recevoir aujourd'hui pour ce podcast Prêt à tout. Mais merci à vous et à vos auditeurs et à vos auditrices. Alors je voulais commencer cette interview pour vous demander quelle était l'activité de Vépluche et si vous pouviez nous donner quelques chiffres sur celle-ci. Avec plaisir. Vépluche, c'est une société d'économie circulaire appliquée aux déchets organiques. Donc c'est simple, notre mission sur Terre en tant que société, c'est d'avoir un impact environnemental positif en sauvant les déchets alimentaires de la poubelle. Donc ce qu'on fait nous concrètement chez Vépluche, c'est que tous les jours, on part en triporteur, vous l'avez bien dit, pour collecter gratuitement des centaines de kilos d'épluchures, de marcs de café, d'os, d'arêtes, bref, tous les déchets alimentaires qui normalement partent à la poubelle. Nous, on les récupère pour les transformer en compost, qui est un fertilisant naturel. On fait ça nous-mêmes dans une usine qu'on a montée à Châtillon, donc dans le sud de Paris. Et ce compost, on va ensuite le transformer en terreau écologique et local et le distribuer chez les fleuristes et les habitants d'Île-de-France. En parallèle de tout ça, on livre également, avec les triporteurs, des fruits, des légumes, des produits d'épicerie pour les restaurants auprès de qui on collecte les déchets alimentaires. Donc tout ça, finalement, produit plusieurs boucles d'économie circulaire qui viennent supporter, accompagner cette idée que les déchets alimentaires n'ont pas le droit, finalement, de partir à la poubelle. C'est pas normal, c'est un contresens écologique, sociétal, et nous, on se bat chaque jour pour changer les choses à ce niveau-là. Alors justement, je voulais vous poser la question de la problématique que vous résolviez avec Vépluche, et vous l'avez en partie donnée sur... Oui, et d'ailleurs, je n'ai pas donné de chiffres. J'ai répondu à moitié à la question. Du coup, je vais répondre aux deux en une. Oui, très bien. La problématique à laquelle on répond, du coup, c'est celle de l'absence, ou du moins du manque, de filières de valorisation des déchets alimentaires. Donc, je l'ai dit, c'est une ressource. Ces déchets-là, finalement, ils ne devraient pas partir en incinération ou en enfouissement parce qu'ils ont une vraie valeur agronomique. Et je ne sais pas si vous savez, mais aujourd'hui, il y a plus de 30% des poubelles en France qui sont constituées de matière organique. Donc concrètement, ça veut dire qu'il y a un camion poubelle sur 3, en ville mais aussi à la campagne, qui est inutile. Parce que si on valorisait tous nos biodéchets, on réduirait le nombre de passages de camions en ville et on s'en porterait tous et toutes beaucoup mieux. Et en plus, on fertiliserait bien davantage nos sols grâce au compost et au terreau. Donc ça, c'est pour la partie problématique. Je complète en disant qu'on a, nous, choisi d'avoir une flotte 100% zéro carbone, donc à base de triporteurs et aussi de camionnettes électriques pour opérer toute notre logistique qui est celle du dernier kilomètre. Sur la partie chiffrée, pour vous faire un résumé, chez Vépluche aujourd'hui, on travaille à peu près avec 300 clients
qui sont à la fois des professionnels de la restauration et des fleuristes. Ça, c'est une première chose. Et une autre information, depuis 2020, on a produit plus de 130 tonnes de terreau écologique à partir de plusieurs dizaines de tonnes de biodéchets que nous avons sauvés de la poubelle en les collectant avec les triporteurs. Donc aujourd'hui, on a 2 triporteurs qui sillonnent la ville et une camionnette électrique. Et on a 5 salariés qui travaillent activement à ce projet. Ok. Et alors, je disais tout à l'heure, ça fait 2 ans et demi que vous avez commencé votre activité. Vous, concernant vous personnellement, quel a été le déclic à l'origine de ce projet-là qui vous a amené sur la création de la société ? Le vrai déclic, il a eu lieu quand, à 18 ans, je suis arrivée à Paris pour faire mes études. Donc moi, j'ai grandi dans le sud-ouest, dans la campagne de Toulouse. Et on a quasiment toujours fait le compost chez mes parents. Donc pour moi, c'était normal de ne pas jeter les épluchures et autres à la poubelle. Et quand je suis arrivée dans ce petit studio en plein centre de Paris et que pour la première fois, j'ai dû jeter des épluchures de carottes à la poubelle, j'ai pensé, mais c'est dommage. C'est dommage, je suis dans une ville monde. Paris est une ville lumière, incroyable. Et il n'y a pas de solution pour valoriser ces biodéchets. Je me suis dit, c'est dommage, il faudrait que quelqu'un fasse quelque chose. Et en fait, cette idée a toujours été en veilleuse quelque part dans mon esprit. Elle m'a jamais vraiment quittée. Et du coup, quand j'ai découvert le concept d'entrepreneuriat social, là, ça a été le deuxième déclic. C'est-à-dire que je me suis dit, ah oui, donc en fait, on peut monter des entreprises qui ne sont pas 100% dédiées au profit sans sens, quelque part, mais dont la première vocation est d'avoir un impact positif sur la société. Quand j'ai découvert ça, ça a été une révélation. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Si vous aviez un conseil à donner pour un entrepreneur qui se lance, qu'est-ce que ça serait ? Moi, je pense on m'a donné beaucoup de conseils dans ma jeune carrière. Mais je pense que les 2 conseils principaux, le premier, c'est d'aller sur le terrain. Je pense qu'on ne m'a pas donné un meilleur conseil que celui-là quand j'ai fait mon cours d'entrepreneuriat social, c'est d'aller à la rencontre des acteurs du terrain, d'interroger les gens, de comprendre les besoins, les pratiques. De faire une étude de terrain. Exactement. Et approfondie. Ce n'est pas d'essayer une fois et d'arrêter, c'est vraiment d'avoir l'habitude d'aller au contact des gens à qui on veut s'adresser, que ce soit nos clients potentiels, nos prospects ou des partenaires. Il faut essayer d'élargir au maximum ses horizons, son réseau. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est de vraiment bien s'entourer. C'est-à-dire que plus l'environnement est bienveillant, plus les chances de succès et de pérennité de la société seront élevées. Par exemple, cette bienveillance, justement, je l'ai vraiment ressentie chez Women for Climate. C'est que c'était le maître mot, c'était pas de jugement négatif, on doit avoir cette atmosphère d'entraide, de solidarité, de bienveillance. Donc c'est bien s'entourer, ses proches, ses partenaires, ses associés, trouver les bonnes personnes pour être accompagné. Alors maintenant, on passe à la question, je dirais, un peu principale de notre podcast, qui est le sujet d'une galère de financement. Donc, Clara, je voulais savoir si, depuis la création de Vépluche jusqu'à aujourd'hui, vous aviez rencontré une galère de financement qui pourrait permettre aux auditeurs qui rencontreraient cette même galère de pouvoir et à la fois s'inspirer de ce que vous avez vécu et partagé, et puis sur le sujet sur lequel nous on reviendra par la suite. Oui, tout à fait. Je pense que de toute façon, dans une vie d'entrepreneur, il y a forcément des galères, et avant tout des galères financières. Donc oui, effectivement, nous, on en a vécu. Certainement qu'on en vivra dans le futur. Ce qui s'est passé, c'est que dès la première année, on a eu envie d'aller plus vite. On a vu que le projet prenait bien auprès des restaurants, et on a souhaité assez rapidement investir dans les composteurs dans lesquels on a investi depuis. Mais voilà, on a voulu investir dans de nouveaux triporteurs, etc. Donc, on a assez naturellement sollicité notre banque courante à l'époque, qui n'était pas la Nef, pour un accompagnement bancaire pour l'achat des composteurs électromécaniques. Et la première fois, ça a été
refusé. C'était compliqué parce que c'était pas très clair. Disons que les raisons du refus n'étaient pas très claires, mais on nous a dit, nous on est une banque de quartier, on est une agence de quartier, donc pour ce type de demande, là ça n'a pas abouti chez nous, mais on vous conseille de changer d'établissement et de passer à l'échelon supérieur qui est le professionnel ou le côté entrepreneur et de poursuivre parce que nos collègues seront mieux adaptés que nous pour répondre à vos demandes. Donc on a fait ça. On est resté chez la même banque, mais on a changé d'agence et on a ressollicité. Alors entre-temps, il s'était écoulé 6 mois. On a ressollicité un nouveau prêt bancaire et là, il s'est passé à peu près la même chose. C'est-à-dire que malgré le fait que j'étais accompagnée par mes premiers investisseurs qui ont un fonds d'investissement familial, Quinta Investments, le prêt bancaire n'a une nouvelle fois pas été accepté. Et j'avoue que ce n'était pas très clair pour moi. Je n'ai pas compris exactement pourquoi ça n'a pas été accepté. À mon sens, c'était plutôt une non-réponse qu'un refus. C'est que ça n'a jamais abouti malgré nos relances. Donc peut-être que la demande était trop élevée en termes d'emprunt par rapport au chiffre d'affaires actuel. Moi, j'ai tendance à penser que c'est une question de... Il y a 2 questions. C'est le refus, à mon avis, il a dû prendre racine dans le fait qu'on n'avait peut-être pas un assez gros chiffre d'affaires et qu'on n'était pas encore rentable. Souvent, mon associé il me dit « mais tu sais, on ne prête qu'aux riches ». Donc, peut-être qu'on n'était pas assez gros finalement pour solliciter un prêt. Mais moi, au fond, je pense que la vraie raison, c'est que la banque avec laquelle on était ne comprenait pas vraiment notre business. C'est-à-dire qu'on a un business qui est quand même très particulier, vous l'aurez peut-être entendu. On fait de l'économie circulaire, on a plusieurs marchés, on a plusieurs compétences, on a vraiment 5 ou 6 métiers chez Vplush. Et notre premier but, c'est d'avoir un impact environnemental positif. Alors évidemment qu'on regarde les chiffres, sinon on aurait fait une association, on n'aurait pas créé une société. Mais c'est difficile pour la plupart des gens de comprendre ce qu'on fait. Parce qu'on n'est pas mono-activité. On ne vend pas des biberons. On a, encore une fois, plein de segments différents, plein de clients différents, plein de manières de faire. Et je pense qu'il faut vraiment trouver des partenaires très particuliers, très orientés environnement, éthique, social, pour avoir une vraie oreille attentive. Et donc, il y avait vraiment une importance à ce que l'interlocuteur comprenne bien Totalement. et les particularités de cette activité un peu multiforme et de faire valoir aussi l'impact de cette à activité. 200%, c'est sûr. C'est sûr. Et vous disiez aussi que vous posiez la question si la première demande de prêt n'avait pas été trop importante. Est-ce que du coup elle a été revue à la baisse par la suite ? Oui, elle a été un peu revue à la baisse en effet. En fonction du contexte, des évolutions, on a voulu être plus prudent. Et je pense qu'on a eu raison de le faire. Ok, merci Clara pour Merci à vous. cet accueil et toutes ces réponses à ces questions. C'était vraiment très intéressant. Très Merci bonne beaucoup. journée à vous. À vous aussi. Et maintenant, creusons ce sujet avec les banquiers itinérants de la Nef. Comment convaincre une banque ? Pour connaître le bon moment, nous vous renvoyons vers l'épisode numéro 1 de Prêt à tout qui répond à cette question. Lorsque vous êtes prêt à aller voir les banques, il vous faut maintenant savoir quels sont les critères qu'elles prennent généralement en compte pour l'octroi d'un crédit pour un projet de création ou de développement d'entreprise. Il faut considérer qu'une banque va systématiquement chercher à évaluer le risque de non-remboursement du prêt, et ce, en étudiant les risques financiers, juridiques et humains. Pour évaluer les risques financiers, la banque va s'appuyer d'une part sur les prévisionnels financiers que vous lui transmettez, et d'autre part sur les comptes passés lorsque la structure existe déjà. Ces 2 éléments relèvent donc d'une importance toute particulière et qu'il faut aborder avec soin. Le prévisionnel financier doit être réalisé selon des hypothèses que vous pouvez expliquer. Plus vous serez en capacité de faire valider vos hypothèses, plus votre prévisionnel financier sera convaincant. Pour cela, vous pouvez vous appuyer tout à la fois sur des études macro, une étude de terrain, des marques d'intérêt de futurs clients, des comparatifs de structures similaires, vos résultats passés. Une banque n'est pas un business angel,
Elle a besoin d'éléments tangibles par rapport au chiffre d'affaires à venir. Conseil numéro 1. Réalisez des prévisionnels financiers prudents. Car votre interlocuteur bancaire cherchera toujours à considérer en priorité la situation la plus pessimiste. Les comptes passés sont systématiquement demandés par les banques et sont regardés attentivement. Voici 2 indicateurs de vos comptes pouvant être mis en avant. Les montants des fonds propres lorsqu'ils sont supérieurs au futur total des encours du prêt. La capacité d'autofinancement de la dernière année lorsqu'elle est supérieure aux futures échéances du prêt sollicité. Conseil numéro 2. Certaines activités peuvent avoir des complexités qui rendent difficile l'évaluation des risques par votre interlocuteur bancaire. Dans ce cas, il peut être utile de se rapprocher des banques spécialisées dans votre activité et ayant une meilleure connaissance de celle-ci. C'est ce qu'évoque Clara dans l'entretien. Pour évaluer les risques juridiques, la banque collecte et étudie différents documents juridiques liés à votre activité et à votre structure. Se faire accompagner par des experts sur les sujets juridiques est essentiel et envoie un signal positif à vos interlocuteurs. Pour les risques humains, notamment en création, la banque va évaluer si un niveau d'expérience suffisant est présent au sein de l'équipe. Et si, dans le cas où une personne clé est présente, sa présence est bien sécurisée. Pour les petites structures, leur viabilité repose de manière importante sur les dirigeants. Les expériences professionnelles dans des activités similaires sont fortement conseillées et seront faciles à valoriser auprès des banques. D'autres éléments peuvent envoyer à la banque des signaux positifs. Pour les créations, un certain nombre de structures d'accompagnement à la création existent. BGE, chambres consulaires, organismes locaux. Leur accompagnement est souvent bien considéré par la banque. Définissez clairement à l'avance le montant de votre besoin de prêt bancaire et sa durée. Et assurez-vous qu'il soit cohérent par rapport à ce qu'il vous est possible d'emprunter. Si vous en avez l'opportunité, faites-vous mettre en relation par un partenaire de la banque ou contactez-la de leur part. Conseil numéro 3. Demandez systématiquement les raisons d'un refus de financement par une banque, afin de pouvoir faire évoluer votre projet et d'augmenter vos chances de convaincre les suivantes. Par ailleurs, quelques éléments peuvent freiner l'accès au crédit bancaire et sont à surveiller attentivement. Les incidents de paiement par chèque de la structure ou des représentants légaux à titre personnel, des fonds propres négatifs. Nous aborderons ce sujet dans un futur épisode. La cotation FIBEN de l'entreprise définie par la Banque de France. Celle-ci est déterminée en fonction du niveau d'activité de l'entreprise, de sa situation financière et de ses possibles incidents de paiement. Cette cotation est systématiquement consultée par les banques. Elle détermine en partie la possibilité pour une banque de prêter à une structure, mais aussi le coût total des prêts qu'elle propose. Conseil numéro 4. Il est possible pour un dirigeant de faire la demande de sa cotation FIBEN auprès de la Banque de France, soit pour vérifier qu'un incident passé ne puisse être bloquant, soit pour négocier auprès de sa banque en cas d'évolution favorable de celle-ci. Il est peut-être intéressant de vous renseigner auprès de votre interlocuteur bancaire pour savoir qui prendra la décision sur votre demande de financement. Vous saurez ainsi quelle personne sera à convaincre. Enfin, nous vous conseillons de toujours déposer votre demande de financement dans plusieurs organismes bancaires simultanément, pour pouvoir comparer les offres qui vous sont faites, mais aussi pour ne pas perdre trop de temps en cas de refus. Et voilà, on remercie Clara Duchalet de la société Vpluche, Antoine Hautement, banquier itinérant pour la réalisation de l'interview, Chloé Daval pour l'identité graphique et David Dorier pour l'identité sonore. Si cet épisode vous a plu, nous vous conseillons d'écouter les anciens épisodes de Prêt à tout et de vous abonner pour ne manquer aucun de nos rendez-vous.